Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information dont voici le sommaire. La RDC et la Serbie renforcent leur coopération économique. Plusieurs domaines au pays bénéficieront de cette dynamique. Vous suivrez le président Félix Tshisekedi dans ce journal à l'occasion de sa visite de travail dans ce pays. À la une également, la RDC annonce la reprise prochaine des exportations du cobalt. Une annonce faite par le ministre Louis Ouatoum devant la presse congolaise. À l'international, le Nigeria fait face à une demande alimentaire croissante. Le pays affronte également une faible adoption des semences. Bonsoir à tous. Lors de sa visite d'État à Belgrade, le président Félix Tshisekedi a été reçu par son homologue Aleksandar Vučić. Les deux hommes ont échangé sur les opportunités de renforcer la coopération bilatérale, notamment par l'octroi des bourses aux étudiants congolais, le transfert des technologies, la modernisation de l'agriculture, la formation de la police nationale et le développement d'infrastructures sportives dans le but de soutenir le développement stratégique de la RDC et de valoriser son potentiel. Les deux présidents se sont par la suite présentés devant la presse. Je vous laisse suivre l'extrait du président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Le président a englobé tout ce que nous nous sommes dit, qui a été très intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est que le président a redit son soutien et son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ce dont je le remercie. Car, comme vous le savez, mon pays est victime d'une agression injuste et barbare de la part d'un de ses voisins, le Rwanda pour ne pas le citer, et de se sentir soutenu dans une telle épreuve est un soutien et un réconfort que l'on ressent au plus profond de soi. Je tiens donc à remercier le président Vučić pour cela. Nous avons abordé plusieurs sujets qui vont de la sécurité et de la défense jusqu'au secteur agricole, en passant évidemment par l'éducation, la santé et les infrastructures. Face aux enjeux sécuritaires et diplomatiques, le gouvernement souminois veut repositionner la diaspora comme un acteur clé du développement national. Une évaluation officielle révèle pourtant un retard important dans l'application de recommandations formulées depuis plus d'une décennie. Daniela Kalala pour plus de détails. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a clôturé ce jeudi l'atelier consacré à l'évaluation de recommandations formulées par la diaspora congolaise lors des différents forums organisés depuis 2008. Une rencontre marquée par la participation de plusieurs délégations ministérielles et des représentants des communautés congolaises installées à l'étranger. Dans son discours, la chef du gouvernement a rappelé la priorité que le président Félix Antoine Tshisekedi accorde à la diaspora. Elle a notamment souligné que la création d'un ministère délégué
délégué dédié traduit la volonté d'accélérer la mise en œuvre des engagements envers le Congolais de l'extérieur et de structurer un dialogue permanent. Je prends la parole pour clôturer officiellement cet atelier consacré à l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues des différents forums de la diaspora congolaise. L'attention particulière accordée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à nos compatriotes établis à l'étranger s'est traduite par la nomination d'un ministre délégué en charge de la diaspora. Ce choix politique clair témoigne de la volonté ferme du chef de l'État d'accélérer la concrétisation des engagements pris et de renforcer un dialogue permanent, structuré et efficace entre la République démocratique du Congo et ses filles, ses fils établis hors du territoire national. Judith Suminwa a qualifié la diaspora de force vive et de levier stratégique, rappelant son rôle économique majeur ainsi que son importance dans le contexte actuel d'insécurité attribué au Rwanda. Selon elle, les Congolais de l'étranger constituent également un appui diplomatique essentiel dans la défense des intérêts du pays. Le rapport présenté par le ministre délégué Crispin Mbadou révèle un taux de mise en œuvre de seulement 10% des recommandations prioritaires. Un niveau jugé faible lié à une série d'obstacles désormais identifiés. Le gouvernement annonce un changement de méthode et une nouvelle feuille de route opérationnelle pour les 6 à 12 mois prochains. En clôturant les travaux, la Première ministre s'est dite confiante que cette évaluation permettra d'accélérer l'implication de la diaspora dans les politiques publiques et dans la transformation du pays. En RDC, la Journée mondiale de l'enfance a pris cette année un temps particulier. Des enfants ont interpellé directement le gouvernement. Face à eux, la Première ministre Judith Suminwa a détaillé les actions engagées pour leur protection, tandis que les jeunes ont réaffirmé que leurs droits doivent être respectés. Dans Momat. La Journée mondiale de l'enfance a été célébrée ce jeudi en République démocratique du Congo. Une édition placée sous le thème « Promouvoir l'inclusion des enfants dans la gestion des affaires publiques ». Devant la première ministre Judith Suminwa, des enfants venus d'une dizaine de provinces se sont prêtés à un exercice inédit, interroger directement le gouvernement. Un moment de redevabilité qui marque aussi les 35 ans de la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant. La chef du gouvernement a rappelé les actions engagées pour protéger les enfants, renforcer l'éducation et lutter contre les violences et l'exploitation. Des mesures phares comme la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né illustrent la volonté à placer le bien-être de l'enfant au cœur de nos actions. À leur tour, les enfants ont fait entendre leur voix. Dans un plaidoyer fort, ils ont réclamé la création d'un parlement d'enfants, des espaces de participation dans chaque quartier et un meilleur respect de leurs droits. Nous, les enfants, ne sommes pas seulement le futur du pays, nous sommes déjà le présent. Nous avons des rêves, des idées, des talents et surtout, nous avons une voix qui mérite d'être entendue dès maintenant. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de la République démocratique du Congo, nous ne sommes pas seulement ici pour célébrer la Journée mondiale de l'enfance, nous sommes ici pour rappeler que nous existons, que notre parole compte et que nous sommes jaloux de nos droits dont nous souhaitons en jouir sans discrimination aucune. Moment émouvant de cette cérémonie, la diffusion en avant-première d'un hymne à la paix interprété par les ambassadeurs nationaux de l'UNICEF pour rappeler la souffrance des enfants touchés par la guerre. Et dans le domaine purement politique, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a ordonné la sécurisation immédiate de l'Assemblée provinciale de Haut-Ouélé jusqu'à nouvel ordre, suite à sa recommandation de reporter la séance relative à la motion de défiance contre le gouverneur Jean Bakomito, signée par 4 députés et motivée par des accusations de mauvaise gestion. Pour certains observateurs, le droit constitutionnel des élus provinciaux risque d'être par là perturbé par le pouvoir exécutif. Suivez le détail avec Didier Ilunga dans ce commentaire de Chouchou Kaowa.
Suite à la motion de défiance initiée contre le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Jean Bakomito, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a instruit formellement le comité provincial de sécurité de sécuriser l'enceinte de l'Assemblée provinciale jusqu'à nouvel ordre en interdisant la séance plénière visant à examiner la motion de défiance. Cette décision s'inscrit dans la mise en œuvre de l'acte d'engagement interdisant toute initiative de déstabilisation, y compris les motions de défiance en période moratoire nationale décrétée par le chef de l'État pour préserver la stabilité des institutions provinciales. La province du Haut-Uélé entre dans une zone de crispation politique dont l'issue pourrait influencer la manière dont les provinces répondront désormais aux tensions intenses entre les institutions locales et les directives nationales. D'après les observateurs, ce moratoire interdisant aux députés provinciaux d'initier des motions de défiance cause le déséquilibre des pouvoirs et la faiblesse du contrôle parlementaire au niveau provincial. Il renforce par ailleurs le pouvoir exécutif provincial au détriment du législatif, établit l'équilibre institutionnel prévu par la Constitution et neutralise les assemblées provinciales en leur retirant leur principal outil pour demander des comptes au gouvernement provincial. Au cours d'une réunion de commandement tenue à Kinshasa, le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, Israël Kantou, a condamné les antivaleurs au sein de la police de circulation routière dans l'opération de contrôle des permis de conduire biométriques lancée depuis quelques jours dans la capitale congolaise. Didier Ilunga pour plus de détails. Face aux diverses bavures relevées sur le terrain lors de l'opération de contrôle de permis de conduire, le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, Israël Kantou, a tenu une réunion avec les chefs de toutes les unités axées autour du non-respect des instructions. De ce fait, il a promis des sanctions sévères à l'endroit des commandants qui ne se conformeront pas aux consignes. Je vous ai appelé tous ce matin pour vous rappeler à l'ordre. Je reviens sur la parade de l'autre fois. On s'était dit, nous avons donné des instructions pour le travail et nous avons défini comment nous allons nous comporter pour cette période. Vous devez occuper les artères principales avant que les usagers arrivent et vous quitterez les artères principales, tout comme la chaussée, après que le dernier usager est rentré. Chose grave, il n'y a aucun amendement. Dans les chefs de vos hommes, moi je sous-entends que c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur de pouvoir transmettre les instructions données. Hier, j'ai mis encore la main sur 4 éléments ici au carrefour de rond-point Mandela. Donc vous avez laissé l'unité à renfort travailler et vous, l'unité principale, l'unité mère, qui devait rester là, vous êtes resté sous l'hangar pour causer de n'importe quoi. Cette manière de voir les choses doit cesser. La chef du commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a d'un ton ferme demandé au PCR de cesser de violer les consignes. Si vous avez d'autres choses dans votre tête, je vous dis, il faut faire des mots miens, de faire un effort, de changer. Vous ne voulez pas comprendre que la hiérarchie attend de nous un changement. Les contrôles des permis de conduire ne peuvent pas se traduire à des marchandises pour vos éléments et pour vos agents. Cette rencontre de ce matin, je ne reviendrai plus sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ça va s'assurer qu'il y ait des sanctions. Rappelons que l'inspection générale de la police nationale congolaise avait déployé depuis le lundi 24 novembre des inspecteurs et véhicules dans plusieurs points chauds de Kinshasa pour le contrôle des permis de conduire. Depuis le début de cette opération, plusieurs vidéos devenues virales montrent des policiers faisant preuve de brutalité envers les conducteurs, allant jusqu'à tenter de prendre le volant des véhicules en pleine circulation ou de monter sur des motos. Ces images ont suscité une forte indignation populaire et des appels pressants pour que les autorités prennent des mesures fermes ont été lancés. Vous avez reconnu là la voix de Rosie Thio dans cet élément. Une brève dans ce journal, la Fédération des entreprises du Congo et l'Agence nationale pour la promotion des investissements ont signé un protocole de coopération majeure visant à renforcer la coopération entre les deux institutions dans le processus d'amélioration du climat des affaires, la promotion, l'accompagnement et la facilitation des investissements en RDC.
L'accord signé par le président national de la FEC, Robert Malumba, et la directrice générale de l'ANAPI, Rachel Mpungu, marque une étape significative dans la volonté commune d'offrir à la RDC un environnement des affaires attractif, compétitif et propice à une croissance durable. Je l'avais annoncé en titre, la RDC devrait reprendre les exportations du cobalt début décembre. C'est le ministre des Mines qui a fait cette annonce devant la presse. Lui, Watum Kabamba, s'est félicité de la mesure de suspension de ces exportations. Le ministre est également revenu sur la nécessité de créer plus de zones d'exploitation artisanale en vue de permettre aux creuseurs artisanaux d'avoir plus d'espace pour une exploitation plus responsable. Suivez. Je sais que ça nous a coûté cher à nous-mêmes aussi, au Trésor, parce que c'est des revenus qui ont été déférés, en fait, qui ne sont pas perdus, qui sont déférés, parce que le stock est là, on va le vendre. Je vous annonce d'ailleurs qu'en principe, cette semaine, les exportations doivent reprendre. Donc c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Maintenant, dans la reprise des exportations, nous avons voulu un quota pour mieux contrôler. Oscar, vous savez, lorsque vous détenez 70% des réserves mondiales d'une commodité, c'est votre droit le plus strict de dire, de dicter votre volonté, ce que vous voulez faire. On ne peut pas laisser ça à la compétition internationale, tout simplement, et être spectateur. On ne peut pas laisser ça simplement à ce que les anglo-saxons et les traders appellent fear and greed, parce que le marché a un côté irrationnel. La peur de perdre de l'argent, mais également la soif de gagner trop, de la cupidité. C'est toutes ces forces qui conduisent le prix. Nous ne pouvons pas rester spectateurs de ça. C'est pour cela que nous avons régulé cela. Il y a beaucoup de sceptiques, des gens qui ont pensé qu'on n'allait pas y arriver. Regardez le prix du cobalt là où il était lorsqu'on s'en prit la mesure où nous sommes aujourd'hui. Nous avons monté en gamme très haut par rapport à ce que le prix était. Il y a énormément de coopératives. Mais en principe, une coopérative à une coopérative, on doit assigner une zone d'exploitation artisanale pour qu'elle puisse travailler. On s'est retrouvé avec beaucoup de coopératives, mais sans zone d'exploitation artisanale. Et c'est ce qui explique en partie l'envahissement de certaines zones concessions industrielles, ce qui n'est pas du tout acceptable, je dois avouer. Ce que nous avons fait, c'est rassembler notre administration dès notre entrée au ministère et mettre beaucoup de pression sur notre administration pour leur faire comprendre qu'écoutez, nous n'avons aucune excuse ici. Nous devons générer suffisamment de zones d'exploitation artisanale viables pour ces jeunes gens et avoir un système transparent et responsable pour allouer ça aux coopératives. À ce jour, nous venons d'en générer 64, mais c'est encore une goutte d'eau dans l'océan. Au vu de la masse des creuseurs et des coopératives, il faut des centaines et des centaines des EA. Et pour approfondir ce sujet, nous accueillons ici sur le plateau Dieudonné Boinali. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Patrick Ilunga et merci de votre invitation. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste ici à Geopolis Forum, spécialiste des questions minières et des questions économiques. Et donc c'est avec vous qu'on va approfondir cette mesure. C'est une mesure qui a été très bénéfique pour l'économie congolaise, semble-t-il. Vous allez nous préciser. Mais comment cette décision sera-t-elle accueillie par l'industrie minière ? Bon, nous nous rappelons que le gouvernement congolais, à la suite de la baisse sensible et significative de la tonne du cobalt sur les marchés internationaux et dans les différentes bourses des matières premières, dont la bourse de Londres, les prix de la tonne du cobalt étaient passés de 100 000 $ jusqu'à 20 000 $ américains. Et vous êtes la République démocratique du Congo dispose de 67% des réserves mondiales, mais en termes de production, elle est la première productrice mondiale de cobalt, avec des résultats dépassant les 150 000 tonnes de cobalt par an. Mais il s'est fait que notre économie, comme elle est tirée par l'industrie minière, notre croissance est tirée aussi par l'industrie minière. Le gros de notre budget provient du secteur minier. Le gouvernement ne pouvait pas
continuons à regarder cette baisse sans réagir parce qu'elle portait un grand coup, non seulement sur notre économie nationale, mais aussi sur notre budget. Cela appellerait même à des lois rectificatives sur notre budget, à des coupes budgétaires, et voire même des remous sociaux et des crises sociales, parce que telle ligne budgétaire n'a pas été financée telle que recommandée par les parlements, qui est l'ordonnateur du budget national. Maintenant, il a fallu, via l'entreprise générale du cobalt, une filiale de la GECAMINE, qui joue le rôle de régulateur du marché au niveau national et mondial. Et cette entreprise a pris la première décision qui était de suspendre pour 3 mois les exportations du cobalt. Mais cette décision a porté aussi un coup d'œil pour l'industrie minière. Parmi les membres de cette industrie minière, vous avez Tenke-Fungurume Mining, vous avez Glencore, vous avez KCC, vous avez Moumi, je m'arrête là. Ces membres ont dit au gouvernement, nous continuons à supporter des charges, nous payons les salaires, nous payons les impôts et taxes et autres charges, mais malheureusement, nous ne vendons pas. Nous avons beaucoup de stocks morts. Il faut trouver une solution pour nous. Et l'entreprise générale du cobalt, 3 mois après, reviendra sur la décision. Pas pour suspendre cette mesure, mais en la reconduisant encore de 3 mois, mais en imposant cette fois-ci les systèmes de quotas aux entreprises productrices du cobalt. Et cette mesure aujourd'hui a porté des fruits. D'ailleurs, le ministre Olu Atoum, il a dit lors de ses briefings que les prix a remonté et il est arrivé à un niveau satisfaisant pour le gouvernement congolais. Voilà pourquoi le gouvernement entrevoit prochainement la reprise des exportations. De suspendre cette mesure et laisser librement les producteurs vendre à l'extérieur et exporter les productions. Oui, mais comment l'industrie minière va accueillir cette décision? Bon, c'est une aubaine pour eux. Non seulement elle était aussi perdante lorsque les prix de la tonne du cobalt avaient descendu jusqu'en dessous de la barre de $25 000 la tonne. Mais aujourd'hui, le prix a dépassé les $40 000 la tonne. Nous sommes loin des $20 000 de la baisse, de la dernière baisse. Mais nous sommes aussi loin des $100 000 que les prix de la tonne avaient frôlé. Donc l'idéal, c'est de retourner vers 70 000, 80 000, voire $90 000 la tonne du cobalt. Je sais que cette annonce a fait beaucoup plaisir à nos différents partenaires, dont Glencore. Vous vous souvenez, Glencore nous reprochait souvent pourquoi nous, Géopolis, spécialisés dans les questions minières, on ne revenait pas sur cette question, on ne débattait pas souvent autour de cette question, mais voilà les résultats de nos discussions et pour les différentes émissions que nous avons produites ici pour faire les plaidoyers pour l'industrie minière. Tout à fait, mais le ministre est revenu également sur le drame, on va dire un drame humain qui a eu lieu à Colosie avec une quarantaine de creuseurs artisanaux qui sont morts. Il y a donc la nécessité de créer des zones d'exploitation artisanale. Il y en a eu 64 qui ont été créées par le ministère des Mines, les services publics. Mais dites-nous comment vous ressentez, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire, la nécessité de création de plus de zones d'exploitation artisanale. C'est une bonne idée. Nous pensons que si ces plateaux... William Albert Kalengai avait reçu une fois le directeur général de SAIMAPE, qui est une structure chargée d'encadrer l'artisanat minier. Et le DG Kapondo avait plaidé sur ces plateaux pour la création de nouvelles zones d'exploitation artisanale. D'ailleurs, notre code minier, considéré comme la Bible du secteur, reconnaît l'existence concomitante de deux modes d'exploitation. Nous avons l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale, contrairement à ce que Doké passe. Elle n'est pas illégale. Le problème est que la loi dit qu'il faut l'encadrer. S'il y a eu des drames à répétition dans ce secteur, c'est parce que les artisanaux, premièrement, ils travaillent sans équipement de protection individuelle. Ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas recensés.
et leur production parfois se retrouve sur les marchés internationaux et sans suivre les processus de certification. Et cette façon de travailler jette parfois de l'opprobre à la production industrielle. De la RDC. Or, la production artisanale représenterait au moins 30% de notre production globale et nationale. Donc, il y a intérêt, il y a un impératif à formaliser ces secteurs, à bien encadrer ces secteurs, surtout à créer de nouvelles zones d'exploitation artisanale pour éviter qu'on puisse avoir un grand monde d'artisanaux entassés dans une seule mine. Et c'est ce qui crée parfois des éboulements avec les poids des humains et des charges des outils utilisés pour extraire les cobaltes ou les cuivres et autres minéraux. Tout à fait. Merci Dieudonné Boinali. Je rappelle que vous êtes journaliste ici à Géopolis Forum et que vous vous occupez principalement de questions en 30 secondes, je rappelle que nous avons parlé longuement et en large de ces sujets dans notre dernier numéro de la revue des ressources naturelles Géopolis Magazine, numéro 61. Je convie tous les lecteurs à les lire et surtout à venir l'acquérir dans les différents kiosques à journaux. Une revue disponible donc dans les kiosques à journaux. Nous allons poursuivre avec ce journal pour vous faire savoir que le 6e anniversaire de la création du mouvement des jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique, le fonds de promotion de l'industrie prêt à financer des projets porteurs de croissance, créateurs d'emplois et de richesses. Hervé Claude Ntumba, directeur général du FPI, l'a dit jeudi au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa par le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Suivez. 6e anniversaire de la création du mouvement des jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique, le fonds de promotion de l'industrie prêt à financer des projets porteurs de croissance, créateurs d'emplois et des richesses. Hervé Claude Ntumba Batukonké, directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, l'a dit ce jeudi au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa par le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Dans une salle archi-comble, le DG Batukonké a présenté à l'assistance une approche innovante pour financer cette catégorie d'entrepreneurs âgés des 18 à 35 ans. L'innovation au FPI consiste entre autres à soutenir les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas accès au financement des banques commerciales pour le développement de leurs activités économiques faute de garantie. Le FPI a sensiblement réduit le taux d'intérêt à 4% pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Au-delà de la réduction du taux d'intérêt, le FPI a conclu un partenariat avec le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo afin de faciliter la tâche aux jeunes qui n'ont pas de garantie pour emprunter de l'argent auprès des banques commerciales mais qui disposent des projets industriels. La création des millionnaires congolais tels que voulu par le président de la République Félix Tshisekedi sera réalisée par de telles initiatives. Notre première mission consiste à accompagner, promouvoir et financer l'industrialisation nationale, notamment à travers les soutiens aux PME et PMI locales, l'appui aux entreprises porteuses des valeurs ajoutées, la promotion de l'innovation et de la transformation locale, et aussi la création d'un environnement propice l'investissement productif. Ces rôles, nous l'assumons avec conviction, car l'industrialisation n'est qu'un objectif économique. Elle est un moteur direct de création d'emplois décents et pérennes, un catalyseur pour l'émergence d'une classe moyenne congolaise stable et productive, et un pilier de réduction des inégalités. Pour les jeunes ici présents, cela signifie une chose. L'industrialisation crée des opportunités et le FPI a vocation à être un accélérateur de vos ambitions entrepreneuriales. Nouvelle approche de financement place les jeunes et transformation des modèles. Programme ciblé pour des jeunes femmes entrepreneurs, partenariat avec les organisations féminines, facilitation de l'accès au financement pour les projets portés par les jeunes femmes.
passe à présent à la page internationale. Rendons-nous en Afrique de l'Ouest pour vous faire savoir que fin septembre 2025, l'État sénégalais a enregistré des dépenses ordinaires d'environ 3 220,8 milliards de francs CFA, représentant 72,7% des crédits de loi de finances rectificative. Myriam Likio. Bien que le déficit budgétaire atteigne 4,88% du PIB, ce chiffre reste sous l'objectif annuel de 7,82%, mais dépasse le critère UEMOA de 3%. L'État œuvre à une consolidation budgétaire lente, dans l'absence d'accords récents avec le FMI et avec une notation souveraine diminuée par CEP et Moody's. Les dépenses se caractérisent par des rigidités majeures. La masse salariale, qui s'élève à 1082,8 milliards de francs CFA, occupe 33,6% des dépenses ordinaires, augmentant de 3,7%. Les charges de la dette atteignent 705,7 milliards, concentrées à 78% sur la dette extérieure. De plus, les subventions énergétiques en hausse de 51,4% atteignent 411,6 milliards, creusant le transfert à 36,3%. Les investissements s'élevant à 1092,2 milliards sont principalement financés à l'extérieur et devraient voir un rattrapage en fin d'année. Côté recettes, l'État a mobilisé 3254 milliards, soit 69,7% des objectifs annuels grâce à une hausse des recettes fiscales de 7,6%. En conclusion, malgré un déficit mieux contrôlé, le Sénégal débat de nombreux défis: soutenabilité de la dette, cumul des charges, augmentation des transferts et limitation en investissement intérieur. Restons toujours en Afrique de l'Ouest où le Nigeria fait face à une demande alimentaire croissante. Le pays affronte une faible adoption de semences modernes et a un déficit structurel de production. Face à cette situation, Abuja veut renforcer la qualité et la disponibilité de semences pour améliorer les rendements et réduire sa dépendance aux importations. Suivez. Le Nigeria a lancé ce jeudi 27 novembre lors de la conférence des South Connect Africa à Abuja sa stratégie et plan d'investissement du secteur sémencier, présenté par les ministères de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire et de la National Agricultural Sound Council avec l'appui technique de l'Alliance sur la Révolution verte en Afrique. La nouvelle feuille de route couvrira la période de 2025 allant en 2030. La feuille de route vise à structurer davantage les filières sémencières en renforçant l'offre à l'accès des producteurs et du matériel végétal de qualité, abordable et adapté aux réalités du pays. Le plan prévoit un investissement total de 2,48 milliards de naira pour moderniser les systèmes sémenciers et soutenir le développement agricole. Près de 65% de cette enveloppe seront consacrés à l'amélioration variétale et à l'assurance qualité. Les Nigériens disposent désormais d'un plan clair, ambitieux et fondé sur des données probantes capables de catalyser les investissements, de stimuler l'innovation et de renforcer la confiance des producteurs. Une réforme cruciale. Cette feuille de route arrive à un moment important. Avec plus de 230 millions de personnes à nourrir, le Nigeria doit accroître sa production et réduire une facture d'importation alimentaire qui s'élevait à 5,5 milliards USA par an entre 2021 et 2023. Place à présent à l'actualité vue par les journaux. C'est la revue de presse sélectionnée et commentée par Don Moment.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. La référence plus ouvre sur une rébellion en gestation dans la Mongala. La consoeur rapporte qu'à chaque fois que de jeunes gens allaient faire des activités champêtres, ils ne rentraient pas, tout comme les femmes qui faisaient la cueillette, en raison d'une bande organisée dans la forêt où des gens sont tués par des inconnus. Les sénateurs Bienvenu et Simba parlent de plus de 20 disparus et affirment que parmi les personnes trouvées dans la forêt, il y aurait aussi des Rwandais. Il dit craindre que les stratagèmes de Paul Kagame, démantelés dans la partie Est, ne soient réédités pour commencer à attaquer l'Ouest du pays, dessinant une inquiétude sécuritaire qui se superpose au silence des autorités locales. Africa News évoque un tout autre théâtre, celui des relations diplomatiques. Toutes les sources diplomatiques sérieuses en parlent. Le 4 décembre, un rendez-vous à la Maison-Blanche pourrait redéfinir les relations tumultueuses entre la RDC et le Rwanda. 4 mois après un accord signé dans l'ombre, Félix Tshisekedi et Paul Kagame seront reçus par Donald Trump. La rencontre est décrite comme un tournant majeur dans la crise de l'Est. Kagame a confirmé sa présence, évoquant un processus orchestré à la fois par les États-Unis et les Qatar, tandis que Tshisekedi en parlait déjà devant la diaspora congolaise au Brésil. Congo Nouveau ramène le débat au niveau de la gouvernance interne. Un document du 24 novembre révèle une mission d'évaluation circonstanciée du FONAC, alors que le gouverneur Daniel Bumba est déjà visé par une autre enquête sur la gestion des ressources financières de la capitale. Le critique dénonce une gestion opaque, de retard, des manquements, une ville inondée à moindre tombée de la pluie et une politique d'assainissement pas toujours lisible. Le grognon renchérit en soulignant que la mission du ministère de l'Intérieur arrive avec un bon train de retard. Kinshasa s'est métamorphosé en une gigantesque éponge imbibée de crasse. Les Quinois à bout des nerfs se plaignent des émanations nauséabondes des caniveaux et de l'inaction légendaire de celui qu'il surnomme Dan le Bombé. Géopolice Hebdo adopte un ton plus volontariste avec le gouvernement durci le ton. Le ministre des Droits humains, Samuel Bemba, déclare que les droits humains ne sont pas un idéal lointain, annonçant une politique de tolérance zéro contre les violences dans le mine. Il affirme que les femmes sont les premières et les plus vulnérables victimes, promet la poursuite systématique des auteurs d'abus et appelle à un engagement quotidien. La campagne Stop Violence Active 16, déployée dans plusieurs villes, symbolise cette volonté de rupture. Mais le tri hebdomadaire interroge cette fermeté. Se traduira-t-elle enfin par des actions concrètes, rappelant un secteur minier marqué par absence de contrôle, vulnérabilité sociale et impunité. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ses principaux titres. La RDC et la Serbie renforcent la coopération de plusieurs domaines. Aux pays bénéficieront de cette dynamique économique. Vous avez suivi le président Félix Tshisekedi qui se trouve à Belgrade pour une visite de travail. Vous avez suivi également la RDC annonce la reprise prochaine des exportations du cobalt. Une annonce faite par le ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, devant la presse congolaise. À l'international, le Nigeria fait face à une demande alimentaire croissante. Le pays affronte également une faible adoption des semences. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolice Télévision. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.